Très heureux d'être avec vous dans la plus belle ville du monde, qui s'appelle San Sebastián. Et je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée, c'est-à-dire que la résilience est un passage, un virage dangereux de notre existence. Ici, on a réussi à photographier, comme vous pouvez le voir, Oedipe, à un stade très précoce de son développement, c'est-à-dire on a réussi à photographier Oedipe juste au début de son existence. Et l'existence d'Oedipe, au moment où le spermatozoïde de l'Aios est entré dans l'ovule de Jocaste, c'est de la biologie. Si Jocaste avait eu un pH vaginal alcalin, c'est une femelle qui serait arrivée au monde et on n'aurait pas pu parler d'Oedipe, on aurait parlé d'Oedipette ou d'Oedipe au féminin. En revanche, pour qu'il y ait Oedipe, il faut qu'il y ait une histoire, c'est-à-dire il faut qu'on puisse parler et il faut qu'on puisse faire un récit, une représentation verbale de ce qui nous est arrivé. Donc voilà un peu le raisonnement que je vais vous proposer aujourd'hui et demain, c'est-à-dire que le fait qu'on parle de biologie n'exclut absolument pas le fait qu'on parle aussi de récits collectifs et d'histoire. Alors, je vais organiser ce matin mon exposé autour d'une adolescence normale et d'une adolescence qui a eu un traumatisme et qui nécessite donc un processus de résilience. Or, l'adolescence normale du XXIe siècle n'a rien à voir avec l'adolescence normale du XXe siècle. Quand votre serviteur est arrivé au monde avant la Seconde Guerre mondiale, les conditions de l'adolescence étaient étonnamment différentes. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la puberté, qui est biologique, et l'adolescence, qui est culturelle. Or, même la puberté, même la biologie, est modifiée par notre culture. Par exemple, aujourd'hui, les petites filles font des pubertés étonnamment précoces, puisque maintenant, on voit des petites filles qui ont leurs premières règles à 8, 9 ou 10 ans. Le bénéfice de ce phénomène, c'est qu'elles ont une maturation neuropsychologique beaucoup plus précoce que celle des garçons. Et l'autre bénéfice de ce phénomène, c'est qu'elles deviennent anxieuses. Et le fait d'être une jeune fille anxieuse est un bénéfice pour l'école, parce qu'elles travaillent bien, elles travaillent mieux à l'école parce qu'elles sont anxieuses et qu'elles ne supportent pas de mal faire leurs devoirs ou de mal apprendre leurs leçons, alors que les garçons ont un retard de maturation sur les filles. Ils ont un retard d'à peu près 2 ans à l'âge de 12 ans. C'est énorme. Donc les petites filles sont déjà équilibrées, anxieuses, donc elles travaillent mieux. Sur le plan relations quotidiennes, c'est plus difficile, c'est plus douloureux pour elles, mais les garçons entre 12 et 15 ans ne s'intéressent qu'aux choses essentielles. Les filles s'intéressent aux choses secondaires, c'est-à-dire les études, l'école, comment la famille qu'elles vont faire, la socialité qu'elles vont découvrir, alors que les garçons ne s'intéressent qu'aux choses importantes, c'est-à-dire le football et les copains. Alors, et cette maturation précoce des filles, elle est peut-être due à un déterminisme biologique. Les femmes ont des chromosomes XX et les hommes des chromosomes XY, ce qui fait que quand une anomalie est portée par un X, si cette anomalie n'est pas portée par l'autre X, la maladie ne s'exprime pas. Alors que chez un garçon, si une anomalie est portée par un X ou surtout par un Y, l'anomalie s'exprime. Et dans les consultations de neuropsychiatrie,
jusqu'à la puberté, il y a très peu de filles, et la forte majorité est composée de petits garçons qui ont des difficultés de développement, alors que les filles sont déjà équilibrées. Alors ça, c'est l'adolescence. Déjà, il n'y a pas d'angélisme dans le développement, puisque ces enfants arrivent à l'adolescence avec les filles qui sont déjà des jeunes femmes, c'est-à-dire que la fatigue de croissance est terminée pour elles, alors que les garçons arrivent à l'adolescence en commençant la fatigue de croissance. Ils ont un retard de développement neuropsychologique, ils ont une fatigue de croissance et ils ne s'intéressent qu'aux choses importantes, le football. Alors, ce qui fait que sur une population générale, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, cette nouvelle adolescence qu'on constate au XXIe siècle a un énorme avantage. C'est ce qu'on appelle la juvénilisation, c'est-à-dire qu'on reste jeune de plus en plus tard. Et on voit que les hommes ont fait des progrès, les hommes font maintenant leur adolescence beaucoup plus tard qu'avant, et les filles ont fait des progrès stupéfiants, faramineux. Elles ont fait des progrès. Aujourd'hui, la femme de 50-60 ans correspond biologiquement et psychologiquement à ce que Balzac, au XIXe siècle, appelait la femme de 30 ans. La femme de 30 ans au XIXe siècle, c'est aujourd'hui la femme de 50-60 ans. C'est stupéfiant comme progrès de la part des femmes, même si nous, les hommes, on a fait beaucoup de progrès. On était déjà très bien avant, on est encore mieux maintenant, mais les femmes ont fait des progrès stupéfiants. Ce qui fait que l'adolescence n'est plus la même. On a trouvé des textes chez les Romains, Salluste, qui dit qu'il est moral qu'une fille se marie dans les 2 ans qui suivent l'apparition de ses premières règles, et il dit qu'il est donc moral de marier une fille vers l'âge de 16-17 ans. Rien à voir avec la puberté d'aujourd'hui. Les petites femmes romaines avaient leur puberté beaucoup plus tard qu'aujourd'hui, comme on le voit aujourd'hui encore dans les pays pauvres, où dans les pays pauvres, les jeunes filles ont une puberté beaucoup retardée, alors que nos progrès éducatifs ont accéléré la puberté des filles et la maturation des filles. Ce qui fait que ce qui faisait la valeur de socialisation, alors maintenant, je vais quitter la puberté biologique, et pourtant qui a des implications culturelles déjà, et je vais rentrer dans l'adolescence qui n'est que culturelle. Dans les pays pauvres, il n'y a pas d'adolescence. Quand j'étais enfant, dans les années d'après-guerre, je n'ai jamais été à l'école à cause de la guerre, mais j'ai été allé au lycée après la guerre. Or, je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au baccalauréat, alors qu'en France, aujourd'hui, ça dépasse les 80%. Tous mes copains d'enfance, toutes mes copines d'enfance, à l'âge de 13 ans, étaient à l'usine, les filles aussi, au champ ou dans la mine. Les filles ne descendaient pas à la mine, mais les petits garçons de 12 ans descendaient à la mine à l'âge de 12 ans et les hommes travaillaient 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Les femmes étaient entravées socialement, elles n'avaient pas de possibilité de s'épanouir socialement parce que ça n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. L'aventure sociale ne concernait que les bourgeois, les riches, les aristocrates et quelques grands prêtres. Tous les autres étaient dans les mécanismes de survie pour les filles, encore plus que pour les garçons, puisqu'au XIXe siècle, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Elles mouraient en moyenne à l'âge de 36 ans, jusqu'à la découverte de Semmelweis,
la prophylaxie de l'accouchement, elle mourait en moyenne à l'âge de 36 ans, après avoir eu 13 grossesses, après avoir mis au monde 7 enfants, et ce qui avait donné un peu moins de 4 adultes, puisque au XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, un enfant sur 2 mourait dans la première année. Donc ce que je suis en train de décrire n'a rien à voir, par bonheur, avec nos progrès d'aujourd'hui. Ce qui fait que, jusqu'à la génération de vos parents ou de vos grands-parents, on faisait du social avec son corps. Le ventre des femmes appartenait à l'État. Elles devaient mettre au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence, pour aller à l'armée ou pour descendre à la mine. La violence était une valeur adaptative. Et quand j'étais enfant, j'ai connu 2 guerres. J'ai connu la guerre de la Seconde Guerre mondiale, où ma famille a été massacrée. Et j'ai connu la guerre d'Algérie, où la France n'a pas été très glorieuse. Et dans ces 2 guerres-là, la violence était une valeur adaptative, comme aujourd'hui encore, dans les pays en guerre, comme on voit réapparaître, notamment au Proche-Orient, un garçon qui n'est pas violent est méprisé par les autres garçons, est méprisé par ses femmes et par sa propre mère. Donc le fait que la violence, pour nous, ne soit plus une valeur adaptative est une preuve de nos progrès sociaux, puisque pour nous, par bonheur, la violence n'est que destruction. Destruction des couples, destruction des enfants s'il y a une violence parentale, et destruction de la société qu'on a réussi à construire. Mais c'est un progrès fragile, puisqu'on voit aujourd'hui que dans les pays en guerre, j'ai travaillé beaucoup au Proche-Orient, en Syrie, en territoire palestinien. La violence, instantanément, redevient une valeur, c'est valorisé par les hommes et par les femmes des sociétés en guerre. Alors, le bénéfice de ce développement, c'est que les apprentissages continuent toute notre vie, et maintenant il y a des universités du 3e âge, et on voit que ces gens de 70, 75 ans et plus continuent à apprendre. Ils n'ont plus la même mémoire que les jeunes, la mémoire immédiate est beaucoup moins vive, mais comme ils s'organisent mieux, comme ils ont des méthodes comparatives, les résultats scolaires sont un peu meilleurs que pour les jeunes, alors que la mémoire est nettement moins bonne, mais l'organisation est meilleure. Donc on continue à apprendre toute notre vie, et je pense que la résilience est possible toute notre vie, mais qu'après l'âge de 120 ans, la résilience devient beaucoup plus difficile. Alors, le maléfice de cette nouvelle condition de l'adolescence, c'est que les garçons décrochent de plus en plus. Et notamment au Canada, aux États-Unis, il y a un phénomène de société énorme, c'est que comme les femmes sont plus équilibrées, plus rapides, plus mûres, plus anxieuses que les garçons, elles travaillent mieux, et on voit qu'aux États-Unis, pour la première fois dans l'histoire humaine, le volume total d'argent gagné par les femmes, l'an dernier, pour la première fois, a été supérieur au volume total d'argent gagné par les hommes. Donc en France, ce n'est pas encore le cas, en Espagne probablement non plus, mais les deux courbes vont se croiser bientôt. Le maléfice de ce progrès, c'est un progrès humain. Le maléfice, c'est que les garçons décrochent de plus en plus facilement, et que j'ai été invité souvent au Canada et aux États-Unis pour essayer de comprendre pourquoi les garçons décrochent. C'est que l'explication qu'on s'est donnée, c'est que pour eux, ils sont plus heureux, le bonheur est plus facile en décrochant. Alors que les femmes ont intérêt, elles, à s'accrocher pour être heureuses,
pour être épanouies, pour respecter leur personnalité. Elles ont intérêt à s'accrocher, alors que les garçons, les adolescents, pour être heureux, pour avoir un bonheur facile, ils n'ont qu'à se laisser aller au décrochage. Et que là encore, il y a un phénomène qui est en train de se mettre en place, qui existe déjà au Canada et aux États-Unis, et qui par conséquent, très logiquement, devrait apparaître, commence à apparaître en France et devrait se développer pour la génération des adolescents d'aujourd'hui. Un autre maléfice, c'est que on voit que, quelle que soit la culture riche ou culture pauvre, quelle que soit la culture, les enfants apprennent leur première langue à la même date, entre le 20e et le 30e mois. Je reprendrai ça demain matin pour dire que, quelle que soit la culture, il y a une période sensible où tout enfant peut apprendre toute langue en 10 mois. On a tous fait cette performance, on a tous appris notre langue maternelle en 10 mois. Pour apprendre la deuxième et la troisième langue, ce n'est pas 10 mois qu'il faut, c'est des années et des années, et votre serviteur est débutant en anglais depuis 60 ans. C'est-à-dire que on voit que la deuxième langue doit s'apprendre par intention, alors que la première langue s'apprend par empreinte, par impression. Alors, je vais revenir à ça tout à l'heure. Donc, l'attachement, on voit que l'attachement, au 10e mois, quelle que soit la culture, 2 enfants sur 3 ont acquis un attachement confiant. Ils ont confiance en eux, probablement parce qu'ils ont été sécurisés par la niche sensorielle, la niche affective qui dépend, elle, des cultures. Je rentre de Chine et du Japon où ils travaillent, les Chinois et les Japonais et les Coréens travaillent très bien le processus de résilience, exactement de la même manière que nous en Europe ou au Canada ou aux États-Unis. Et ça a été pour moi une surprise agréable de voir que les Asiatiques travaillent la résilience et arrivent aux mêmes conclusions momentanées. Toutes les conclusions sont momentanées. Ils arrivent aux mêmes conclusions que nous, pour l'instant. Mais il y a un phénomène nouveau qui se passe. L'amélioration du développement de nos enfants, les garçons beaucoup, les filles encore plus, l'amélioration du développement de nos enfants prouve qu'il y a maintenant une discordance, une dissociation entre l'autonomie et l'indépendance. Un enfant bien sécurisé accède très tôt à l'autonomie mentale. Il devient très tôt capable de juger et d'affirmer sa petite personnalité. Mais les progrès maintenant, les progrès de la technologie font que l'indépendance est de plus en plus tardive. Quand j'étais enfant, il suffisait d'avoir à 12 ans le certificat d'études et on allait travailler. On avait tous un travail à l'usine, au champ, à la mine ou à l'armée. Tout le monde travaillait, ou pratiquement tout le monde. Mais on avait un développement beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, nos enfants, garçons et filles, ont un développement beaucoup plus rapide, une autonomie intellectuelle beaucoup plus rapide, mais après le baccalauréat, ou l'équivalent, ils doivent apprendre un métier, ce qui fait qu'ils sont indépendants socialement, les filles vers 23-24 ans, les garçons vers 26-27 ans. C'est-à-dire qu'il y a une dissociation très nette entre l'autonomie intellectuelle, un enfant de 10-12 ans pense par lui-même, dit ce qu'il pense, a déjà une opinion sur le monde, et pourtant il ne sera indépendant que 15 ans plus tard. Ce qui fait qu'il a une sensation de répression, et notamment de répression sexuelle, alors qu'il n'y a jamais eu autant de liberté sexuelle. Pour nous, adultes,
Et pour nous adultes, je vais bientôt faire ma puberté, je vais bientôt faire mon adolescence. Mais pour nous, on a l'impression que ces enfants-là ont plus de liberté et eux, ils disent on est complètement réprimés. L'exemple pour illustrer cette idée. J'appartiens à une génération où il a fallu militer pour que la pilule, le blocage hormonal de l'ovulation, soit légalement autorisé. La biologie a découvert le blocage hormonal de l'ovulation en 1929. Et en France, ça n'a été légalisé qu'en 1969. Il a fallu 40 ans de débats philosophiques, politiques et religieux pour faire admettre une révolution culturelle, parce que la découverte biologique a permis une révolution culturelle. Dès l'instant où les femmes deviennent maîtres de leur fécondité, dès l'instant où le ventre des femmes appartient à la femme et non plus à l'État, c'est elles qui décident le nombre d'enfants qu'elles veulent mettre au monde. Et en France actuellement, les femmes décident de mettre au monde 1,7, 1,8 enfants, alors que je crois qu'en Espagne, c'est encore moins que ça. C'est-à-dire, je crois qu'en Espagne, c'est 1,1 enfant ou 1,2 enfants. En Allemagne, c'est encore moins. Donc, c'est une révolution culturelle, c'est une révolution psychologique, parce que désormais, les femmes se considèrent comme des personnes. Elles veulent avoir une aventure intellectuelle et une aventure sociale, et elles considèrent qu'elles se déterminent par rapport à elles-mêmes, et ça provoque une véritable révolution culturelle et une transmission à travers les générations. C'est que les enfants qu'elles mettent au monde aujourd'hui n'ont plus les mêmes mères. Être mère aujourd'hui, c'est plus du tout la même manière qu'être mère il y a une génération ou deux. Ils n'ont plus les mêmes pères. D'où les problèmes d'autorité, où il y a quelques générations, les pères avaient une autorité napoléonienne, c'est-à-dire excessive, où les pères étaient les représentants de l'État dans la famille, ce qui était tout à fait excessif. Et depuis que les femmes se considèrent comme des personnes, les pères ne sont plus les représentants napoléoniens dans leur famille. Les pères sont des parents qui essayent d'être à égalité avec leurs femmes. C'est-à-dire que les enfants n'ont plus les mêmes mères, les enfants n'ont plus les mêmes pères, les enfants n'ont plus le même modèle identificatoire. Donc une révolution culturelle est en train de se préparer à cause ou grâce à une découverte biologique en 1929. On voit que maintenant, ça explique aussi pourquoi la pilule, quand j'étais adolescent ou quand j'étais jeune homme, où la pilule avait, en 1969 en France, a été légalisée, les femmes ont éprouvé la pilule comme une liberté extraordinaire. Qu'elles prennent la pilule ou qu'elles ne la prennent pas, elles savaient qu'elles pouvaient être maître à maître de leur fécondité. Ça leur donnait une représentation de soi, une représentation d'elle-même comme une personne. C'était elle qui décidait pour elle. Donc ça leur donnait un espace de liberté extraordinaire. Or, aujourd'hui, les jeunes femmes sont surveillées par leur mère qui disent à leurs filles de 18-20 ans, ma chérie, tu sors ce soir, fais attention, est-ce que tu as bien pris ta pilule ? Et aujourd'hui, les jeunes filles de 18-20 ans estiment que la pilule est une forme de répression et donnent trop de pouvoir à leur mère, puisque leur mère maintenant peut les surveiller. Donc les choses changent de signification avec l'évolution culturelle. Et ça explique aussi pourquoi l'interdit a changé de signification. L'interdit, c'est une structure affective très différente de l'empêchement. L'interdit, ça n'est pas l'empêchement. L'interdit, c'est tu ne peux pas tout te permettre.
Tu peux courtiser cette femme, mais tu ne peux pas courtiser celle-là. Tu peux tenter ta chance comme ça, mais pas n'importe comment. Tu peux t'exprimer, mais en tenant compte de l'existence de l'autre. Ça, c'est l'interdit, qui est une structure affective et qui nous permet de vivre ensemble. Alors que l'empêchement, c'est la dictature. L'empêchement, c'est tu n'as le droit de rien faire d'autre que ce que moi dictateur, je vais te donner le droit de faire. Et là, on rentre dans les définitions philosophiques de la normalité. Il y a probablement 3 formes différentes de normalité. Il y a la normalité biologique, la normalité normative et la normalité axiologique. Dans la normalité biologique, il y a déjà une nuance, c'est-à-dire que dans cette salle, il y a des gens qui vont faire un malaise hypoglycémique avec 0 g, avec 70 mg de sucre, puisque la normalité biologique est de 100 mg de sucre par litre de sang. Certains parmi vous vont être blancs et vont faire un malaise à 70 mg. D'autres parmi vous, à 30 ou 40 mg de sucre par 100, vont continuer à être en pleine forme et en pleine santé. Ce qui veut dire que ces gens-là sont anormaux, ils sont hors normes et ils sont pourtant parfaitement sains. C'est-à-dire que déjà sur le plan biologique, il y a une relativité de la définition de la normalité. Alors il y a la deuxième normalité, c'est la normalité normative, c'est celle des dictateurs. Il n'y en a qu'un seul ici dans cette salle, il n'y en a qu'un seul qui est normal, c'est moi. Et je vais vous dire quelle est la normalité et je vais vous imposer ma loi. Mais comme dans cette salle, tout le monde pense la même chose que moi, ça va faire des conflits entre dictateurs. Mais ça existe. Il n'y en a qu'un, il n'y a qu'une manière d'être normal, il n'y a qu'une manière de se marier, il n'y a qu'une manière de vivre en société. Ça, c'est la normalité imposée par les dictateurs. Et la troisième forme de normalité, c'est la normalité axiologique. C'est celle des philosophes et celle de nous, éducateurs, médecins, psychologues. C'est nous, c'est la normalité axiologique, c'est-à-dire que moi, éducateur, médecin, psychologue, je cherche à me décentrer de moi pour me représenter ce qui vaut dans le monde de la personne qui souffre et qui est à côté de moi. Donc, ce qui est normal pour elle, cette personne souffrante, n'est peut-être pas normal pour moi. Mais moi, à cause de mon métier, je dois me décentrer de moi pour essayer de me centrer sur sa normalité à elle, de ce qui vaut pour elle. Donc ça, c'est la normalité axiologique qui est totalement différente de l'interdit. Alors, on voit que actuellement, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les structures familiales ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 1 ou 2 générations où maman, c'était maman gâteau à la maison et papa, c'était papa héros à la mine ou à l'armée. Ce modèle parental n'existe plus, puisque maintenant, on fait du social, on ne fait plus du social. Les femmes faisaient du social avec leur ventre, elles devaient mettre au monde le plus de garçons possible et servir leurs maris et leurs enfants. Et les hommes faisaient du social avec leurs bras et ils devaient aussi servir leurs femmes, leurs familles, l'armée et l'industrie. Non-sens aujourd'hui. En une génération, ce que je viens de dire est complètement faux. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, puisqu'aujourd'hui, on fait du social avec ses diplômes, avec son art de la parole, de la relation, et avec son art de manipuler les machines. Et là, il n'y a plus de différence sexuelle, puisque là, les femmes peuvent faire tous les métiers comme les hommes, et parfois même mieux que les hommes, parce qu'elles ont une avance de maturation sur les garçons. Ce qui fait que
en une génération ou 2 générations. C'est une immense révolution culturelle qui vient d'apparaître. Et on voit que les 2 organisateurs sociaux aujourd'hui ne sont plus la loi du père ou la sécurité maternelle. Les organisateurs sociaux aujourd'hui, c'est l'école et Internet. L'école, je fais partie d'une génération où je suis un enfant d'immigrés et mon père était ukrainien et ma mère était polonaise. Et quand on est arrivé en France, je n'ai pas été à l'école à cause de la guerre, mais j'ai été au lycée. Et c'est grâce au lycée que j'ai pu m'intégrer. Le lycée, pour moi, était un immense bonheur. Je pouvais devenir français, je pouvais apprendre la culture, la langue, je pouvais rencontrer des copains. C'était un immense bonheur pour moi que d'aller au lycée. L'école, je ne pouvais pas y aller, puisque sinon j'aurais été arrêté comme mes parents ou comme beaucoup d'enfants en France, et je serais probablement mort dans un camp de déportation. Mais au lycée, ça a été un immense bonheur, et ça m'a permis de m'intégrer. Or, aujourd'hui, l'école ne joue peut-être plus sa fonction d'intégration, puisque quand j'étais étudiant en médecine, il y avait 13% des étudiants en médecine qui étaient en France des enfants de pauvres. On trouvait que ce n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, parmi les étudiants en médecine, il y a 1% d'enfants de pauvres. C'est-à-dire que l'école répète les classes sociales encore plus qu'avant. Donc il faudrait peut-être poser des problèmes aux professeurs qui sont dans la salle ou aux politiciens qui ont quitté la salle. Quelques-uns sont encore dans la salle, mais il faudrait leur poser la question: comment se fait-il que l'école devient une discrimination si encore plus grande que quand j'étais enfant, que quand j'étais étudiant? Et puis l'autre organisateur social, c'est Internet. Et là, comme ça a été signalé tout à l'heure, c'est que là, Internet fait que les enfants, les adolescents, échappent de plus en plus, non pas à la loi du père, mais ils échappent de plus en plus à la loi des parents. La mère et le père ont beau énoncer la loi, les adolescents entre eux énoncent une autre loi, c'est la loi qui est transmise par les réseaux sociaux. Et là, on voit une contre-culture apparaître avec des valeurs qui échappent aux parents. Et la transmission ne se fait moins de parents à enfants, et elle se fait beaucoup plus de machines à adolescents. Et comme je l'ai entendu tout à l'heure, on ne connaît pas, on ne sait pas très bien ce qui est transmis, on ne sait pas encore ce qui est transmis. Internet est un outil de communication magique, fabuleux, stupéfiant, où on a une quantité de connaissances à notre disposition stupéfiante, et c'est en même temps, Internet est en même temps une boîte à ordures. C'est-à-dire que dans la Rome ancienne, il y avait des bocas, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait jeter une lettre de dénonciation pour que son voisin soit persécuté. Et il y avait des bocas. Maintenant, la boca, c'est Internet, où on voit des diffamations sur Internet sans contrôle possible, ou avec très peu de contrôle possible. C'est-à-dire qu'il y a en même temps quelque chose de merveilleux et quelque chose d'ignoble. Alors maintenant, pendant les 5 heures d'exposé qui me restent à faire, je vais passer à... 4 heures alors. Je vais passer à... ça, c'était l'adolescence normale. Et l'adolescence normale d'aujourd'hui, c'est la première fois qu'un phénomène pareil existe dans l'histoire humaine. Même quand j'étais adolescent, vos parents, vos grands-parents n'avaient pas du tout la même adolescence. Et maintenant, je vais terminer pendant les 20 minutes qui me restent sur l'adolescence quand il y a eu un fracas
une blessure physique ou surtout psychique ou sociale au cours du développement de l'enfant. Et là, il arrive à l'adolescence avec une blessure dans la tête, une blessure dans le corps, dans le cerveau ou dans son histoire. Comment va-t-il passer son adolescence? Or, le propre de l'adolescence, c'est qu'il y a deux problèmes à régler qui sont les deux problèmes caractéristiques de cette période sensible de l'adolescence. Un, c'est l'apparition du désir sexuel. Je suis obligé de quitter ma famille si je veux réaliser mon désir sexuel. Deux, c'est l'apparition du désir d'indépendance sociale. Je suis obligé d'apprendre un métier pour quitter ma famille en continuant à l'aimer, mais si je reste dans ma famille, je serai toute ma vie le petit. Toute ma vie, je vais rester l'enfant. Je ne serai pas fier de moi si je reste dans ma famille. Je suis donc obligé de la quitter pour courtiser une autre femme et pour devenir fier de moi en apprenant un métier. Donc voilà les deux problèmes majeurs qui se posent à l'adolescence, c'est-à-dire, pour faire un schéma, je vais dire entre 12 ans et 25 ans pour faire un schéma. Quoique, je travaille à Toulon, qui est le premier port de guerre français, et les militaires avec qui je travaille parlent maintenant de post-adolescence. Et ils disent que l'adolescence n'est vraiment terminée que le jour où vous considérez que votre mère a le droit d'aimer quelqu'un d'autre que vous. Et si vous êtes d'accord avec cette définition de l'adolescence, ça veut dire que vous pensez que l'adolescence est terminée entre 55 et 60 ans. Donc c'est ce phénomène-là, donc, on va reprendre maintenant le développement de l'adolescence. C'est-à-dire que, décidément, on sait maintenant que, on parlait il n'y a pas longtemps de programme génétique, ce qui est un contresens total. Il n'y a pas de programme génétique, il y a un alphabet génétique à partir duquel le milieu peut écrire 1000 histoires différentes, 1000 développements différents. La première expérimentation a été celle-là. Alors on fait des expérimentations en éthologie animale parce qu'on ne peut pas expérimenter avec nos propres enfants. Ce n'est pas possible. Mais l'éthologie animale peut poser des questions humaines, mais bien sûr, avec tous les dangers d'extrapolation, il faut faire attention. N'empêche que, voilà un rat qui sursaute au moindre bruit et qui convulse au moindre bruit. Si on raisonne comme Descartes nous a appris à le faire, une cause provoque un effet. On va dire, puisque ce rat sursaute et convulse au moindre bruit, c'est que ce rat est malade. Si vous raisonnez comme Descartes nous a enseigné à raisonner une cause provoque un effet, vous avez tout faux. Parce qu'en fait, ce rat fait des convulsions à la moindre information parce que sa mère a été stressée et agressée quand elle était enceinte. Et qu'on sait maintenant que beaucoup d'informations passent pendant la grossesse. Et que les bébés arrivent au monde, je reprendrai ça demain matin, les bébés arrivent au monde en portant déjà le poids de l'histoire des parents. C'est résiliable si on entoure la mère et si on entoure l'enfant, mais si on raisonne comme Descartes, cet être vivant est malade en lui, alors que nous on dit il est malade autour de lui, donc il est récupérable, il est résiliable autour de lui. Donc c'est deux modes de raisonnement totalement différents. Dans le premier mode de raisonnement, vous avez une cause provoque un effet, et dans le deuxième raisonnement,
vous avez un système de pensée où il faut agir sur un sous-système pour modifier le fonctionnement de l'ensemble du système. Et c'est comme ça qu'on raisonne dans les théories de la résilience. Donc Seurat convulse au moindre bruit, à la moindre information, parce que expérimentalement, on a fait peur à sa mère, on l'a effrayée en tapant sur la cage, en mettant une lumière 24 heures sur 24, en la poursuivant tout le temps. Expérimentalement, on a stressé la mère. Le résultat, c'est que le petit sursaute à la moindre information. Je reprendrai ça demain matin. Mais si on raisonne comme je viens de vous le proposer, c'est-à-dire que c'est résiliable, cette altération est résiliable si on réorganise la niche affective qui entoure l'être vivant. Là, c'est un rat, mais ça peut être un mammifère, ça peut être un de nos enfants. On a l'exemple de la trisomie. Quand j'étais étudiant en médecine, les trisomiques avaient une espérance de vie, ils mouraient en moyenne autour de 25 ans et ils n'allaient pas à l'école et c'était une charge très lourde pour la famille parce que c'est des enfants qui sont très attachants mais qui sont très lourds. Et la famille, la mère surtout, avait un énorme poids à porter et elle s'attachait à l'enfant qu'elle soutenait. Or, aujourd'hui, si on pense que l'anomalie chromosomique, les trisomiques, ils l'ont cette anomalie, mais en modifiant le milieu affectif, milieu éducatif, aujourd'hui, les trisomiques meurent après 65 ans et un grand nombre d'entre eux peuvent aller à l'école et certains même peuvent travailler. Donc le devenir des trisomiques est très différent alors que l'anomalie chromosomique est exactement la même. Il y a une fusion de certains chromosomes qui explique l'anomalie chromosomique et pourtant le devenir de ces enfants est totalement différent parce qu'on a modifié le milieu affectif et éducatif. Donc l'épigenèse est la notion qui actuellement se développe le mieux dans les théories neurologiques et dans les théories éducatives. Et on voit aussi que ça entraîne, si on n'intervient pas, si on raisonne comme Descartes nous a appris à le faire, on pense que c'est déterminé. On a la cause, donc on aura l'effet. C'est un déterminisme inexorable. Or, c'est un déterminisme, oui, c'est un déterminisme momentané, qui n'est pas du tout inexorable, puisque la résilience peut déclencher un autre processus. Alors, on voit par exemple l'expérience la situation. On n'a pas le droit de faire d'expérimentation avec nos enfants, mais la clinique fait des expérimentations bien plus terrifiantes que les laboratoires. L'abandon des enfants, l'inceste, la maltraitance. Or, quand un enfant est maltraité régulièrement, qu'il s'agisse d'une maltraitance physique contre lui-même, qu'il s'agisse d'une violence conjugale, ou même si l'enfant n'est pas agressé physiquement, le simple fait qu'on crie, ou qu'on se batte, ou qu'on casse la vaisselle autour de l'enfant est une agression pour l'enfant qui est terrorisé. Donc même si on ne touche pas l'enfant, l'enfant est quand même maltraité, même s'il n'est pas touché personnellement. Et puis la pire des maltraitances, c'est la carence affective. Je reprendrai ça demain matin avec des photographies de neuroimagerie qui montrent qu'un enfant en négligence affective subit une atrophie de ses deux lobes préfrontaux. C'est-à-dire que lorsque l'enfant, autour de lui, autour de l'enfant, on ne lui parle pas, on ne joue pas avec lui, eh bien, ces deux lobes préfrontaux sont atrophiés. C'est résiliable par des tuteurs de résilience dont je parlerai demain matin. Donc, ces enfants négligés ou ces enfants battus acquièrent un comportement adaptatif. On leur parle
ils ont appris à se protéger des coups, soit des coups qu'ils reçoivent, soit des coups qu'ils reçoivent aussi quand les parents se disputent entre eux, soit de l'absence totale d'information, ou quand un bébé préverbal est privé d'affection, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'objet extérieur à lui-même, la seule altérité, c'est ses mains ou les auto-agressions. Se taper la tête par terre, se mordre, se déchirer, et chez les adolescents, se scarifier, se suicider, prendre trop d'alcool, ces comportements d'auto-agression, d'auto-lise qui se développent beaucoup, qui se développent étonnamment en une vingtaine d'années. Il y a eu quand j'ai terminé, j'ai cessé d'être praticien il y a 20 ans, le phénomène commençait à peine, alors qu'aujourd'hui, tous les jeunes praticiens me disent que les adolescents actuellement se scarifient et s'auto-agressent étonnamment. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène culturel, un phénomène affectif, une défaillance culturelle qui explique que cette diminution d'altérité fait que les adolescents, en cas d'émotion, s'auto-agressent parce que leur cerveau a été sculpté de manière différente. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que lorsque un enfant a appris à se protéger, parce que c'est un enfant battu ou un enfant abandonné, lorsqu'un enfant a appris à se protéger et qu'on doit l'enlever à sa famille pour le confier à une famille d'accueil, on assiste, les familles d'accueil, statistiquement, sauvent 80%, même plus, des enfants qui leur sont confiés. Donc ces familles d'accueil sont d'une efficacité étonnante, sont très efficaces. Elles ne sont pas assez développées politiquement et elles ne sont pas assez instruites psycho-affectivement. C'est faisable. On a monté en France des instituts petite enfance qui, en un an, apprennent au métier de la petite enfance, apprennent aux familles d'accueil ce qui est nécessaire aux théories de l'attachement pour rattraper les troubles du développement que l'enfant avait acquis auparavant. Et la résilience est très facile dans ce cas-là. Mais en France, ça fait 1 an, 2 ans qu'on a commencé et on évalue les résultats qui sont déjà très efficaces, très appréciables. Si on ne dispose pas d'une niche affective de substitution autour de l'enfant, l'enfant arrive dans sa famille d'accueil avec ce qui est imprégné dans sa mémoire et qui a été appris au contact antérieur de la famille maltraitante. Et quand il arrive dans la famille d'accueil lui parle gentiment et l'enfant continue à se protéger d'une famille d'accueil sécurisante, dynamisante et pourtant dont l'enfant a peur. Et il lui faudra, à ce moment-là, il faut aider les aidants pour leur apprendre, pour leur faire comprendre de quoi l'enfant souffre. Et si les aidants comprennent qu'il faut continuer à sécuriser l'enfant malgré des comportements qui sont difficiles à supporter pour les éducateurs, les psychologues ou pour la famille, les aides maternelles ou pour les familles d'accueil, c'est difficile qu'un enfant vous agresse ou dit du mal de vous alors que vous lui donnez beaucoup. C'est difficile. Et on constate que si la famille d'accueil prend patience, au bout d'1 an ou 2, tous ces comportements-là ont disparu. Donc c'est résiliable et c'est même très facile à résilier, même si les comportements sont spectaculaires, même à condition de disposer, à condition que politiquement et éducativement, on dispose autour des enfants, des bébés préverbaux, avant l'apparition de la parole, une niche sensorielle, affective, sécurisante et dynamisante. Alors que lorsque ces enfants arrivent à l'adolescence, ils réactivent tout ce qu'ils ont appris auparavant. S'ils ont appris à être aimés, eh bien, ils vont exprimer un attachement et une manière d'aimer qui va les socialiser. C'est-à-dire, ils ont une manière de s'exprimer de manière sécurisante
ils ont une manière de dire « je t'aime », mais je respecte tes réactions. Si tu ne m'aimes pas, je vais être très triste, mais voilà, c'est toi. Il n'y a pas de violence. Il y a une tristesse, mais il n'y a pas de violence. Alors que si les enfants n'ont pas appris à réguler leurs émotions et à exprimer leur style d'attachement, ou bien ils vont s'auto-agresser, ou bien ils vont agresser celle qui refuse l'affection. C'est-à-dire qu'une carence affective précoce qui n'a pas subi les effets bénéfiques de la rééducation résiliente va arriver à l'adolescence avec ce qu'il a acquis au cours de sa petite enfance, et ça va provoquer des années plus tard des troubles de la socialisation. Je reprends parce que c'est bien ce que je veux dire. Une carence affective précoce non résiliée provoque plus tard des troubles de la socialisation. C'est bien ce que je veux dire. J'espère que vous êtes surpris et qu'il y aura des questions tout à l'heure, parce que la socialisation, les résultats scolaires, un enfant confiant à l'école, qui aime l'école comme je l'ai aimé, un enfant qui aime la relation comme je l'aime, alors que c'est des mal partis dans l'existence, si on leur propose un substitut affectif, ils arrivent à l'adolescence avec ce qu'ils ont acquis. La nouvelle manière de s'exprimer et la nouvelle manière de dire « je t'aime », de s'exprimer affectivement. Ils auront une adolescence facile, alors que les enfants qui ont été laissés seuls avec leurs difficultés auront à l'adolescence des troubles de la socialisation, délinquance, drogue, suicide. Et je reprendrai ça demain matin pour dire que ça a été évalué dans les pays d'Europe du Nord. Alors, lorsque on arrive, donc il ne faut pas faire de catégorie, puisque on voit que sur le plan neurologique, on arrive à l'adolescence, et je croyais, avant qu'on commence nos travaux, je croyais que l'adolescence, sous l'effet de l'hormone, des hormones mâles ou des hormones femelles, je pensais que notre cerveau allait se développer et acquérir des compétences supérieures. Depuis qu'on fait des neuroimageries, stupeur, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que nos adolescents arrivent avec un élagage synaptique. C'est-à-dire qu'on voit que moins de neurones se mettent à fonctionner. Et que cette diminution du nombre de neurones est une preuve du bon fonctionnement du cerveau, puisqu'on peut faire de bonnes performances motrices, affectives et intellectuelles avec moins de neurones. Donc le cerveau fonctionne à l'économie. Et on voit que des adolescents qui ont été sécurisés au cours de leur petite enfance arrivent à l'âge des études supérieures, des relations, de la sexualité, de la socialisation, en disant mais où est le problème? Ce n'est que du plaisir, ce n'est que de la découverte, ce n'est que de l'apprentissage. Il n'y a pas de problème. C'est le cas de 2 adolescents sur 3. Mais un adolescent sur 3 qui n'a pas bénéficié des processus de résilience, qui a eu un traumatisme dans sa petite enfance et n'a pas pu le traiter, arrive à l'adolescence avec ce qui est inscrit dans sa mémoire et qu'on voit maintenant en neuroimagerie sans aucune difficulté. On voit les traces cérébrales, les circuits cérébraux qui arrivent directement à l'amygdale rhinencéphalique, qui est le socle neurologique des émotions et de la mémoire, ce qui fait qu'un enfant qui a été maltraité 10-15 ans avant arrive à l'âge du sexe et de la socialisation, un enfant sur 3 incapable de réguler l'émotion sexuelle, incapable de réguler l'émotion relationnelle, incapable d'éprouver le plaisir de rencontrer et le plaisir d'apprendre. Un adolescent sur 3 est donc abîmé par ce qu'il a subi dans sa petite enfance, mais qui n'a pas été corrigé par le processus de l'adolescence. Alors, on
on a maintenant, je termine là-dessus, en disant qu'il faut souligner l'importance à l'adolescence de l'importance des relais socio-culturels. Parce que la famille, la niche familiale qui est nécessaire dans les petites années et qui est la même, quelle que soit la culture, les Asiatiques notamment, ne conçoivent pas de laisser un bébé tout seul. Un bébé asiatique n'est jamais laissé seul, et même si sa mère est morte, même si elle est malade, même s'il y a un conflit familial, une guerre, un bébé asiatique n'est jamais laissé seul. Il y a toujours, culturellement, il y a toujours un substitut affectif, quelqu'un d'autre qui va entourer le bébé. Et j'ai vu, par exemple, là j'étais en Chine, au Japon, où les bébés sont étonnamment bien entourés, mais au Japon, en Chine, on m'a expliqué que l'école était tellement violente que c'est devenu, ils disent pour nous, l'école est devenue une forme de maltraitance et que le suicide des enfants au Japon et en Chine le suicide des enfants, j'ai bien dit, devient énorme, un problème de société, alors qu'ils sont très bien entourés dans la petite enfance. Ils sont tellement maltraités par l'école, qui est beaucoup trop exigeante, alors que je rentre des pays d'Europe du Nord, Finlande, Norvège, Suède, où ils font la politique exactement contraire. Ils retardent l'entrée à l'école, ils retardent la notation. J'ai assisté à des cours à Helsinki, il y a des cours de cuisine. Vous avez bien entendu, il y a des cuisiniers qui rentrent dans les écoles et dans les lycées pour donner des cours de cuisine. Et les garçons participent aux cours de cuisine. Et ensuite, chacun invite, et on voit des enfants de 12 ans qui font des plats, je ne vous dis pas, qui font des plats extraordinaires. Eh bien, ces enfants-là, la notation est retardée. Ces enfants-là sont, par décision éducative, retardés dans leur petite enfance, et à l'âge de 15-16 ans, au moment des évaluations PISA par les évaluations UNESCO, ils sont premiers. À égalité ou un peu avant les Coréens et les Japonais qui sont maltraités. C'est-à-dire qu'ils rattrapent leur retard parce qu'ils aiment l'école, et ça joue un grand rôle dans la parité, et ces enfants aiment l'école et sont heureux. Et donc, même si un enfant est un peu en retard au cours des petites années, tant mieux, ce n'est pas la peine de faire sprinter. Pourquoi faire sprinter un enfant alors qu'on sait qu'aujourd'hui, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui vivra un siècle. Donc si elle a 1 an ou 2 de retard, qu'est-ce que ça peut faire? Puis elle va mieux elle va se socialiser. De toute façon, elles sont en avance. Alors c'est pas la peine de les maltraiter. Donc vraiment, il y a des politiques éducationnelles et éducatives à prendre. Donc voilà, je termine par ces 2 mots en disant que l'adolescence aujourd'hui a pris un virage stupéfiant en 1 ou 2 générations et que probablement ça va poser des problèmes culturels, anthropologiques pour la génération de vos enfants, de mes petits-enfants, et que la solution probable, elle est la conséquence politique et éducationnelle, elle est neurologique, elle est psycho-affective, et ensuite tout le reste du développement suivra. Maintenant, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant que vos idées sont confuses, mais on pourra en parler. Merci de m'avoir écouté. Bueno, evidentemente vuestros aplausos son